On détecte une météo extrême sur cette exoplanète à 280 années-lumière de la Terre. Et ça, c'est James Webb qui nous donne l'info. Et en parlant de James Webb, ce télescope spatial a pris une nouvelle image de la nébuleuse de la tête de cheval et nous donne des éléments en plus qu'on n'avait jamais vu avant. Une réponse sur un paradoxe concernant les naines blanches a été apportée grâce à des simulations informatiques. Et évidemment, je t'en dis plus. Une collaboration entre la Chine et la France est en cours pour détecter et mesurer l'abondance d'uranium sur la face cachée de la Lune. Le champ magnétique de la Terre serait-il plus vieux qu'on ne le pense? Eh bien, c'est possible, selon une récente étude, et je t'en dis plus. Ça y est, l'Agence spatiale européenne a enfin donné son feu vert pour le lancement de la mission LISA, qui servira à détecter des ondes gravitationnelles depuis l'espace. Et ce sera la toute dernière actualité. Le télescope James Webb révèle une météo extrême sur l'exoplanète WASP-43b. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une exoplanète? Une exoplanète, c'est simplement une planète en orbite autour d'une autre étoile autre que le Soleil. Dans le cas de l'exoplanète WASP-43b, elle orbite autour de son étoile qu'on appelle WASP-43. Et le B dans le nom de l'exoplanète fait référence au fait que c'est la première planète qui est en orbite autour de l'étoile. La planète se situe à seulement 2 millions de kilomètres de son étoile. Par comparaison, Mercure, qui est la planète la plus proche du Soleil, est à environ 58 millions de kilomètres. Elle est donc 29 fois plus éloignée du Soleil que WASP-43b ne l'est de son étoile. Découverte en 2011 et située à 280 années-lumière de la Terre, l'exoplanète fait le tour de son étoile en un peu moins de 20 heures. Donc ce que fait la Terre en un an, eh bien elle le fait en moins d'une journée. Les scientifiques ont récemment découvert quelque chose de surprenant. Elle est sujet à des vents hypersoniques. Des vents hypersoniques, ce sont des vents extrêmement violents à la surface de l'exoplanète et qui se déplacent à une vitesse d'environ 8000 km/h au niveau de l'équateur. Et en plus de ça, les scientifiques ont détecté des changements de luminosité infrarouge entre l'exoplanète et son étoile. Et ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que les journées, les températures avoisinent les 1250 degrés Celsius, tandis que la nuit, les températures descendent à plusieurs centaines de degrés Celsius, mais jamais en dessous de 600 degrés. Et ça, c'est à cause de l'épaisse couche de nuages qui recouvre toute la planète. Cette couverture nuageuse garde la chaleur accumulée durant la journée, ce qui lui permet de maintenir une température extrêmement élevée, et ce même la nuit. Donc vous pouvez le concevoir, ce sont des conditions totalement invivables pour nous. Mais l'exoplanète WASP-43b a une autre particularité. C'est une exoplanète gazeuse, de type Jupiter chaude, c'est-à-dire qu'elle a une masse comparable ou supérieure à Jupiter, qui est elle-même d'environ 318 masses terrestres, ce qui est énorme. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ces astres sont relativement simples à détecter grâce à la méthode de vitesse radiale. Pour faire simple, elle repose sur la détection des légers mouvements que fait l'étoile à cause de l'attraction gravitationnelle de la planète qui est en orbite autour d'elle. Ce qui est donc le cas pour WASP-43b, puisqu'elle fait varier légèrement la position de son étoile à cause de son influence gravitationnelle. Sauf qu'il y a un autre problème. Le télescope James Webb a révélé que l'exoplanète aurait un manque de méthane, ce qui est un élément caractéristique pour ce type d'exoplanète. En fait, le méthane devrait être présent du côté nuit de WASP-43b, mais ce n'est pas le cas. Et pour cause, les vents seraient tellement puissants qu'ils déplaceraient les gaz du jour vers le côté nuit et les gaz du côté nuit vers le côté jour. Et tout se ferait si rapidement que les réactions chimiques n'auraient pas le temps de produire une quantité suffisamment importante pour être détectées par le télescope James Webb. Autre actualité, en rapport avec ce même télescope, James Webb révèle une nouvelle image de la nébuleuse de la tête de cheval. Bon, déjà revenons aux bases, qu'est-ce qu'une nébuleuse? Pour expliquer ça très simplement, une nébuleuse, c'est comme un nuage géant constitué de gaz, de plasma et de poussière interstellaire. On peut se demander comment se forme une nébuleuse? Eh bien par exemple, lorsqu'une étoile meurt, il se produit une explosion qu'on appelle une supernova. Cette supernova, elle va rejeter énormément de gaz et de poussière dans l'espace, ce qui créera une nébuleuse. Et justement récemment, le télescope James Webb a réussi à capturer de nouvelles images de cette même nébuleuse. Et il l'a capturée en lumière infrarouge. Cette nébuleuse, qu'on appelle aussi Barnard 33, ce qui est un petit peu moins élégant, a été découverte pour la première fois en 1888. Et elle mesurerait entre 3 et 5 années-lumière et se situerait à environ 1500 années-lumière de la Terre, dans la constellation d'Orion. Mais d'où vient exactement cette nébuleuse Barnard 33? Bon, d'abord, il faut savoir que c'est une nébuleuse obscure, c'est-à-dire qu'elle provient d'une région de l'univers très pauvre en étoiles. Cette nébuleuse est donc le résultat de l'effondrement gravitationnel d'un nuage de gaz et de poussière. C'est-à-dire qu'à cause de la masse de ce nuage relativement froid, la gravité a regroupé toute la matière pour donner un gaz plus dense et plus chaud qui correspond à la nébuleuse qu'on connaît aujourd'hui. Cet effondrement provient du rayonnement ultraviolet de l'étoile chaude Sigma Orionis, située à environ 350 années-lumière derrière la nébuleuse. En fait, cette étoile a un impact direct sur la nébuleuse, puisqu'en fait, sa température est d'environ 30 000 degrés Celsius, et donc elle émet un rayonnement très intense et très énergétique. Et évidemment, elle émet des UV et des rayons X. Ces rayonnements qui sont très intenses peuvent venir arracher des électrons aux atomes de la nébuleuse. C'est ce qu'on appelle l'ionisation d'un atome. Ces phénomènes énergétiques qui se passent au niveau atomique permettent d'expliquer la lueur rougeâtre
qui se dégage de la nébuleuse. Et tout ça à cause d'une étoile située beaucoup plus loin d'elle. Et donc l'image qu'on a réussi à prendre, c'est elle. C'est l'une des images les plus belles qu'on ait pu prendre de cette nébuleuse, puisqu'en fait elle révèle des détails qu'on n'a jamais vus auparavant. Si vous comparez par exemple cette image-là et celle-là, ça n'a rien à voir. Une réponse sur un paradoxe concernant les naines blanches a été apportée grâce à des simulations informatiques. Pour recontextualiser, lorsqu'une étoile atteint la fin de sa vie, son noyau s'effondre et une boule très dense se forme, c'est une naine blanche. En d'autres termes, une naine blanche, c'est le cadavre d'une étoile d'une masse équivalente à celle de notre Soleil. Donc par exemple, quand notre Soleil mourra, il donnera une naine blanche. Mais il faut savoir que les naines blanches sont relativement petites puisqu'elles ne font que la taille de la Terre. Et pour vous dire, les naines blanches représentent 97% des étoiles de notre galaxie, ce qui est énorme. Et depuis longtemps, les scientifiques ne comprennent pas pourquoi on peut observer des éléments plus ou moins lourds, comme du silicium, du magnésium ou du calcium, à la surface de ces étoiles. Les scientifiques pensent à la base que si ces métaux lourds sont bien présents à la surface de ces naines blanches, et bien étant donné que l'étoile est assez dense, alors ces atomes lourds pourraient s'enfoncer et disparaître rapidement de la surface. Donc comment les astrophysiciens ont-ils fait pour résoudre ce paradoxe? Eh bien en fait, tout réside dans un processus de capture gravitationnelle. On observe que les naines blanches attirent et consomment divers objets trop proches d'elles, comme des planétissimaux, c'est-à-dire des comètes ou des astéroïdes. Mais il reste certaines zones d'ombre liées à ça. En tout cas, si ces métaux lourds restent à la surface de ces étoiles, alors la réponse doit sûrement avoir un lien avec ce processus. Après avoir simulé des orbites de planétissimaux autour d'une naine blanche, une équipe d'astrophysiciens a remarqué que dans 80% de leurs tests, les orbites comprises entre 1 et 8 fois la distance Soleil-Neptune s'allongeaient et s'alignaient au fil du temps. Ils ont alors poussé leur simulation pour prédire le comportement des naines blanches après 100 millions d'années. Et ils ont remarqué que les planétissimaux des naines blanches avaient toujours des orbites allongées et se déplaçaient de manière cohérente avec eux. Un résultat jamais vu auparavant. Et grâce à ces simulations et ces résultats surprenants, ils peuvent expliquer pourquoi les métaux lourds sont trouvés à la surface d'une naine blanche. Car en fait, elle consomme continuellement de petits objets sur son chemin. Ça signifie que les métaux lourds se dirigent effectivement vers le centre de l'étoile. Mais ils ont compris que l'étoile était continuellement alimenté par ces métaux lourds, ce qui donne une impression qu'ils stagnent à la surface. Tout est qu'une question de gravité. Ces simulations et le résultat permettent de mieux comprendre l'évolution des naines blanches et des objets qui sont en orbite autour. Les scientifiques espèrent pousser ces simulations pour comprendre des comportements plus complexes, comme celui des planètes autour d'une naine blanche et comment les systèmes stellaires évoluent sur des millions d'années. Ces simulations aident aussi à comprendre les origines et l'évolution future de notre système solaire. Une collaboration entre la Chine et la France est en cours pour détecter et mesurer l'abondance d'uranium sur la face cachée de la Lune. Cette collaboration implique le détecteur français DORN, qui sera embarqué sur la sonde chinoise Tianji-6. DORN, c'est un détecteur de radon construit à Toulouse à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie. Mais alors c'est quoi le rapport entre le radon et l'uranium? L'uranium, c'est un atome radioactif qui met environ 4,5 milliards d'années à se désintégrer. Et lorsqu'il se désintègre, il se transforme en un autre atome, émettant ce qu'on appelle une particule alpha. Ce qui est en fait un atome d'hélium en vérité, puisque c'est une particule composée de 2 neutrons et 2 protons. Cette particule alpha ou d'hélium est très énergétique et très facilement détectable. Mais elle interagit assez facilement avec la matière, et une fois émise, elle ne traverse que quelques centimètres avant d'être absorbée. Sauf que sur la Lune, il n'y a pas d'air, donc la particule traverse une plus grande distance. Donc lorsque l'uranium se désintègre, il se transforme en radon, en émettant une particule alpha. Mais la subtilité, c'est que le radon est un gaz également radioactif, qui met environ 5 jours à se désintégrer et qui forme après du polonium. Et c'est justement le rôle du détecteur DORN qui se charge de détecter ces particules alpha, provenant de la désintégration de l'uranium et du radon. Pour en revenir à la Lune, étant donné que l'uranium est un minerai, il va se désintégrer pour donner du radon sous forme de gaz qui va être emprisonné dans le sol. À cause des microséismes présents sur la Lune, le radon va s'échapper puis se transformer quelques jours plus tard en polonium. Tous ces processus de désintégration émettent des particules alpha qui sont détectées par la sonde DORN, et ce, grâce à ces 8 capteurs. Cette détection vise à compléter de manière plus précise celle qu'on a faite lors des missions Apollo il y a de ça plus de 50 ans. Ces détections, qui dureront une trentaine d'heures, auront entre autres le but de mieux connaître le cycle du radon sur la Lune. Et faut noter qu'il a fallu à l'équipe toulousaine seulement 3 ans et demi pour concevoir ce type de détecteur. On change d'actualité, le champ magnétique de la Terre serait-il plus vieux qu'on ne le pense? Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que le champ magnétique? Pour faire simple, un champ magnétique, c'est en quelque sorte une zone d'influence autour d'un aimant. Dans cette zone, une force magnétique peut agir sur d'autres aimants ou d'autres objets aimantés ou courants électriques. En d'autres termes, c'est comme une zone où l'influence d'un aimant ou d'un courant électrique
peut être ressenti même s'il n'y a pas de contact direct. La Terre par exemple, elle en possède un, et c'est ce qui lui permet de faire fonctionner des boussoles, ou qui est même à l'origine des aurores boréales. Mais il a surtout permis de dévier, grâce à son influence, les vents solaires et les rayons cosmiques, pour limiter leur impact à la surface de la Terre. Et sans le champ magnétique terrestre, on ne serait pas là. Puisqu'en fait, ces particules très énergétiques sont possibles pour notre vivant et peuvent provoquer des cancers ou des mutations génétiques. Grâce à la géologie, donc l'étude des roches, on peut dater le champ magnétique de la Terre à environ 3,5 milliards d'années. Et ça on le sait grâce à certaines roches volcaniques. Puisqu'en fait, ces roches ont la capacité de garder une trace du champ magnétique de la Terre dans le temps, lorsqu'elles subissent par exemple d'importantes variations de température. Et donc en analysant des roches plus ou moins vieilles, on est alors capable de retracer l'évolution de la Terre et de son champ magnétique. Mais est-il possible que le champ magnétique soit en fait plus ancien qu'on ne le pense? Pour répondre à cette question, il a fallu alors analyser des roches encore plus anciennes et il y a un problème. Certaines roches qui datent de plus de 3,6 milliards d'années avant notre ère sont assez rares, ce qui rend la datation extrêmement compliquée et il faut alors se tourner vers une autre méthode. Malgré ça, une nouvelle étude suggère que le champ magnétique terrestre existerait depuis 3,7 milliards d'années. Cette étude a pu être faite en analysant les roches du Groenland qui font partie des éléments géologiques les plus vieux que la Terre ait connus, montrant alors que la magnétosphère pouvait exister à cette date. L'analyse de ces roches propose également que l'intensité du champ magnétique de la Terre était 3 fois plus faible qu'actuellement. Ça implique que la magnétosphère est apparue 800 000 ans après la formation de la Terre, avec une intensité relativement élevée pour un champ magnétique primitif. Mais alors, comment est apparu le champ magnétique terrestre? Comment est-ce qu'il s'est formé? Eh bien ça, les géologues le savent pas. Aujourd'hui, on sait que notre champ magnétique provient d'un effet nommé géodynamo qui correspond à des mouvements de convection de la partie liquide de notre noyau. Bon, en gros, pour faire simple, c'est grâce à la rotation du noyau terrestre. Mais le phénomène est un peu plus complexe, car il fait intervenir un noyau solide, et l'existence d'un noyau de ce type ne peut qu'être récente, à savoir environ 1,5 milliard d'années, ce qui ne permet pas d'expliquer les 3,7 milliards d'années obtenues. Actuellement, des études sont encore en cours pour déterminer l'origine et le phénomène permettant la création d'un champ magnétique primitif de la Terre. Dernière actualité, l'ESA a donné son feu vert pour la mission LISA, visant à détecter des ondes gravitationnelles depuis l'espace. Alors en fait, LISA constitue la nouvelle génération de détecteurs d'ondes gravitationnelles qui arrivera prochainement. Elle est constituée de 3 instruments fonctionnant comme un tout. Ces 3 instruments vont être envoyés dans l'espace et vont former un triangle équilatéral de 2,5 millions de kilomètres de long. Ils vont chacun s'envoyer un faisceau laser et dès qu'une onde gravitationnelle va les traverser, alors la distance entre les 3 engins spatiaux va légèrement changer. Et c'est en mesurant ce changement qu'on pourra détecter l'onde gravitationnelle. Il existe déjà des détecteurs d'ondes gravitationnelles sur Terre qu'on appelle LIGO, Virgo ou CaGRA qui forment un angle droit. Alors bien qu'on réussisse à détecter le passage d'ondes gravitationnelles depuis 2015, il y a un lourd traitement de signal à faire car la sensibilité des détecteurs est telle qu'il faut prendre en considération l'activité sismique de la Terre, le trafic aérien et même la météo et les orages. Ce qui est encore plus fou, c'est que ces détecteurs sont assez performants pour côtoyer les limites de la physique quantique. Mais dans l'espace, il n'y a pas d'activité sismique, pas de matière, pas d'orage ou pas de trafic aérien. Donc les conditions sont beaucoup plus favorables pour mesurer ces ondes. Et la forme triangulaire de LISA permettra de trianguler le signal pour directement en déduire la direction d'émission de la source. Et la configuration de ces détecteurs permettra d'observer ces ondes gravitationnelles dans une gamme de fréquences jusqu'alors inexplorée. LISA, avec sa taille immense, pourrait tout faire d'un coup. Elle permettra de détecter des signaux encore indétectables aujourd'hui, comme ce qu'on appelle par exemple le fond stochastique gravitationnel. Et ces détecteurs ne seraient pas placés en orbite autour de la Terre, mais plutôt en orbite autour du Soleil. Et pour être très précis, LISA partagera la même orbite que la Terre. Le projet est très ambitieux et il a déjà commencé, mais le lancement des instruments ne débutera qu'en 2037. Donc, va falloir être patient. Et si vous voulez en savoir plus sur les ondes gravitationnelles, sachez que je vais bientôt sortir un documentaire incroyable sur ma chaîne principale où je vais même aller visiter Virgo. Alors dans un premier temps, il sera disponible sur Ox et puis quelques mois plus tard sur ma chaîne principale. Et pour ceux qui ne sont pas encore sur Ox, eh bien n'hésitez pas à venir, vous pouvez voir mes documentaires en avance et vous pourrez voir les versions complètes des interviews que je vais bientôt faire sur cette chaîne. Bref, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à aller voir mon dernier documentaire sur la gravitation quantique à bout. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Zabrolos. Bye.